Merci Edwin pour cette merveilleuse introduction et permettez-moi de remercier également Etopia et la Fondation Bernheim pour avoir rendu possible cet événement. Les scientifiques du climat ont observé, avec de plus en plus d'inquiétude, l'augmentation des concentrations de CO2. Et leur angoisse ne fait qu'augmenter chaque année au fur et à mesure qu'il est clair que les taux des émissions prévues par les experts au cours des années 90 et 2000 avaient été bien trop optimistes. On voit ici quelques lignes d'évolution du GIEC au début des années 2000, puis vous avez les points noirs et les cercles ouverts qui montrent la différence entre ce qui avait été prévu et les véritables chiffres. Et donc on voit que l'augmentation s'est faite sur la partie supérieure par rapport aux projections émises il y a quelques années. Bien sûr, cette croissance des émissions n'a fait que s'amplifier à la suite de la croissance en Chine. Et on se dirige réellement vers une situation qui est pire que le scénario du pire. On a tiré à maintes reprises des sonnettes d'alarme et des organisations conservatrices telles que l'Agence internationale de l'énergie a déclaré en 2011 concernant l'augmentation de l'utilisation de l'énergie fossile, bien que c'était irréversible, avec pour résultat un changement climatique potentiellement catastrophique. Fin de l'année dernière, un rapport de la Banque mondiale qui a fait davantage pour financer des centrales à charbon dans le tiers-monde que toute autre organisation a fait un rapport disant que on se dirigeait vers un monde avec une température moyenne de 4 degrés supplémentaires, réduction des denrées alimentaires, augmentation dangereuse des niveaux de la mer notamment. Il est difficile de communiquer vis-à-vis du grand public ce que cela signifie, une augmentation de la température de 4 degrés, ou même que la Banque mondiale ou l'AIE doivent être prises au sérieux. Même si pour moi, ce genre de graphiques suffisent, il s'agit ici des projections émises par le GIEC. Voici la période de ma vie. En réalité, pour bon nombre de personnes, une grosse tempête de neige suffit à ramener à zéro des dizaines d'années de recherche scientifique. Et les psychologues ont découvert que lorsqu'ils rassemblent un certain nombre de personnes dans une pièce et qu'ils prennent toutes les influences sur les opinions de ces personnes et qu'on leur pose des questions concernant le changement climatique, ils découvrent qu'ils ont de fortes chances à être d'accord pour dire que le chauffement climatique est un fait lorsque les psychologues font monter le thermostat. Donc, depuis au moins une décennie, les scientifiques du climat s'inquiètent de l'écart croissant entre les actions nécessaires et les actions entreprises ou même considérées. Et en même temps, on commence à se concentrer sur le danger de l'effet du feedback sur le climat, à savoir des processus qui amplifient ou réduisent les effets de serre. Par exemple, au fur et à mesure que la calotte glaciaire fond, l'eau exposée est plus sombre que la glace qu'elle remplace, et donc cette eau plus sombre absorbe davantage de radiation solaire, et donc de lumière du soleil. Et donc la communauté scientifique s'est fait une frayeur en 2005, 2007 et à nouveau en 2012. Cette année-ci, ça a été de très mauvais résultats également. L'étude de ces effets de feedback a été étroitement liée à une autre idée qui a émergé dans la littérature scientifique, celle des points de basculement dans les systèmes climatiques. Des petits changements dans un élément du système climatique peuvent entraîner à un certain point le dépassement d'un seuil, ce qui fait que le système passe dans un nouvel état. Les
paléoclimatologues ont découvert de nouvelles situations dans l'histoire, de dépassement d'un point vers un autre, parfois en quelques décennies. Et le grand paléoclimatologue Wally Brock a mis en garde. Il a étudié donc les chiffres sur une très longue période, que les résultats nous crient au visage que le système réagit en fait de manière très sensible, même aux tout petits changements. Et donc les scientifiques du climat ont commencé à réfléchir à la façon de réagir en cas d'urgence. Par exemple, lorsqu'il y aurait un relâchement massif de méthane à la suite de la destruction de la collection glaciaire, ou bien destruction de la glace dans l'Arctique, ou bien disparition de la forêt Amazonie. Si cela se présentait, cela pourrait faire passer le climat dans un nouvel état, et sans qu'il soit possible de revenir en arrière. Et donc, les scientifiques se sont demandé comment on pouvait intervenir pour empêcher ces choses. Si la première solution, convaincre la population de réduire les émissions de CO2, ne fonctionnait pas, faudrait-il avoir un plan B? Au cours des années 90, il y a eu des propositions de géo-ingénierie, mais c'était perçu comme des idées farfelues et une distraction de la véritable tâche, à savoir réduire les émissions de CO2. Mais plus on entendait les politiques, moins on entendait les idées de géo-ingénierie. Donc en 2006, le grand scientifique Paul Crutzen, Pays-Bas, a écrit un essai dans la revue Changement climatique, où il appelait à ses collègues scientifiques d'entamer des recherches en termes de plan B. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel en 1995 sur la chimie atmosphérique par rapport à la compréhension du fonctionnement de la couche d'ozone. Si quelqu'un comme Paul Crutzen, de son importance, et qui a clairement un engagement dans le naturel, a été décrit dans le magazine Time comme le plus grand défenseur de la vie sur la planète parmi la communauté scientifique. Lorsque quelqu'un comme ça demande des recherches sérieuses sur le changement climatique, eh bien, je pense que tout le monde doit s'arrêter un instant et y réfléchir. La géo-ingénierie présente un grand dilemme pour les personnes qui s'inquiètent de l'environnement. Pour bon nombre de personnes, l'idée est rebutante, à savoir l'idée de prendre le contrôle et de réguler le climat planétaire. Il s'agirait en fin de compte clairement d'une représentation de l'arrogance technologique humaine. Mais si l'alternative est de ne rien faire et voir l'humanité plonger la Terre dans une ère de changement climatique hostile, que faut-il faire? Début 2009, 3 ans après les déclarations de Paul Crutzen, plus de la moitié des grands scientifiques ont répondu à un sondage organisé par le journal anglais The Independent en disant que la situation est telle qu'il nous faut un plan B. Donc la moitié, plus ou moins, était d'accord. Et ça, c'était avant le fiasco de Copenhague. Un tiers était contre cette idée, pas parce qu'ils avaient une autre évaluation de la situation, mais parce qu'ils pensaient que la meilleure réponse était de se concentrer davantage sur la première solution, réduire les émissions. En avril, le troisième rapport du groupe de travail 3 du GIEC, donc le cinquième rapport d'évaluation, sera publié. Et pour la première fois, le GIEC va prendre en compte la géo-ingénierie comme une réponse possible au réchauffement climatique. Bon nombre d'entre nous étaient surpris que la géo-ingénierie soit mentionnée dès le premier rapport du GIEC, il y a à peu près un mois, mais la réelle discussion va être menée donc dans le prochain rapport publié en avril. Et cela pourrait donc signifier que
la discussion au sein du GIEC en matière de géoingénierie eh bien, ouvre les vannes politiques de la géoingénierie. Ça pourrait être un point de basculement politique, si vous voulez. Et donc, en raison de cette situation, au cours des dernières années, il y a eu de plus en plus d'intérêt dans ces éventuelles solutions de géoingénierie. On peut définir la géoingénierie brièvement comme une intervention délibérée à grande échelle dans les systèmes climatiques en vue de contrer le réchauffement planétaire ou en tout cas de compenser ses effets. Il y a eu plus de 40 propositions énoncées, dont 6 ou 8 qui ont eu un intérêt plus important. Et comme le disait Edwin, il y a deux grandes catégories. Tout d'abord, celles qui visent à enlever du CO2. Vous voyez les textes en rouge là qu'on ne voit pas. Donc, élimination de CO2. Si on émet du CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'on peut l'en retirer? C'est ça la question. Certaines propositions ont donc été émises. En voici 3. Donc la capture de l'air, ce genre de grande boîte de métal qui aspire le CO2 de l'air, qui l'extracte et puis qui l'extrait et qui ensuite le fixe. Et ensuite c'est envoyé dans un processeur et puis stocké dans des puits en profondeur. Et on espère que cela reste là à long terme. Donc l'extraction, c'est la partie simple. La fixation, c'est un peu plus compliqué et plus cher. Une autre méthode, c'est le biochar. Lorsque vous avez une masse extraite d'un environnement, vous obtenez ce charbon biochar que vous pouvez répandre sur les champs. Il ne se brise pas, cela maintient les éléments de carbone pendant des siècles. Et si ce n'est pas le cas, le CO2 sera relâché dans l'atmosphère et on n'est pas plus avancé. Troisième idée, c'est la calcination des océans. Comme vous savez, le problème de CO2 rend les océans plus acides et donc ils absorbent moins de CO2. Et donc, si on peut ajouter un alcalin à grande échelle, eh bien, on va réduire l'acidité des océans et cela donc leur permettra d'absorber davantage de CO2. Cela se ferait donc avec de la chaux qui demande cependant énormément d'énergie à produire, comme on le connaît dans le processus de production du ciment. Le deuxième type de technologie de géoingénierie est appelé collectivement la gestion des radiations solaires. Voici quelques exemples. On peint des toits en blanc pour réfléchir davantage aux lumière du soleil, ou on peint les routes également, ou certaines structures. Dans l'espace également, on pourrait projeter un nuage de miroir qui serait positionné entre la Terre et le Soleil et que l'on pourrait contrôler à partir de la Terre pour donc faire rebondir une partie de la lumière du Soleil. Bon, on est encore dans la science-fiction pour l'instant. Mais autre projet pris bien plus au sérieux, c'est la réflexion à l'aide de nuages artificiels. Donc il y aurait des bateaux sans équipage qui circuleraient dans les océans et qui lanceraient des sprays de micro-gouttes d'eau qui constitueraient donc des nuages bas marins qui couvriraient un tiers de l'océan et qui donc réfléchiraient une partie des radiations solaires dans l'espace. Si on pouvait augmenter les volumes de ces nuages marins et leur blancheur, leur densité, ainsi eh bien, on pourrait réduire la température de la Terre. Mais je voudrais me concentrer sur les deux méthodes les plus importantes. Je vais parler d'abord de l'aspect scientifique de la géoingénierie. Avant de parler de la politique, il est bien important de comprendre l'aspect scientifique parce qu'en fin de compte, ce seront les arguments scientifiques qui seront les plus importants dans le débat public. Donc permettez-moi de vous parler des deux principaux types de géo-ingénierie.
Le premier s'appelle fertilisation des océans à l'aide de fer et l'autre consiste à pulvériser des aérosols de sulfate. Je parlerai donc d'abord de la fertilisation des océans par du fer. Lorsque nous brûlons du CO2 et utilisons son énergie, eh bien, les atomes de carbone ne disparaissent pas simplement. Ils doivent bien aller quelque part. Donc, où vont-ils? Eh bien, tout d'abord, ils sont relâchés dans l'atmosphère. Et puis, une partie, pendant la première décennie, à peu près un quart, est absorbée par la végétation, même si on considère que cette proportion-là va diminuer. Et puis un quart est absorbé dans les couches supérieures de l'océan. Une partie de ce CO2 dans les couches supérieures de l'océan coule dans les couches moyennes ou l'océan profond. Je parle de plusieurs kilomètres au fond de l'océan. Il y a déjà des grandes quantités de CO2, bien plus que ce qui existe sous forme de carburant fossile. Et donc l'idée serait de faire en sorte que le CO2 de l'atmosphère soit coulé donc au fond de l'océan. Ce processus se fait de manière très lente dans la nature. Ça prend des siècles. Donc vous avez des grandes quantités de carbone fixées au fond. Donc comment faire en sorte de stocker le CO2 au fond de l'océan? Selon certains scientifiques, on peut se servir de ce qu'on appelle la pompe biologique. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Des toutes petites plantes marines, des phytoplanctons, poussent en combinant du CO2 des couches supérieures de l'océan, plusieurs minerais et la lumière du soleil pour se multiplier, se développer. Lorsque ces plantes meurent, eh bien, elles fixent le carbone dans leur organisme, comme nous en fixons dans notre organisme d'ailleurs, et donc ils prennent ce carbone et ils les stockent au fond de l'océan, où on espère que cela reste pendant des centaines d'années. C'est ça le plan. Mais est-ce que cela fonctionne? Eh bien, l'efficacité de la pompe biologique dépend des conditions de la vie marine, notamment la viabilité des micronutriments, notamment le fer. S'il manque de fer et que cela limite la croissance des planctons dans une zone de l'océan, eh bien, on pourrait peut-être ajouter ce fer de manière artificielle, avoir une prolifération des algues qui enfin vont mourir et donc couler au fond de l'océan. Non, il s'avère que c'est assez facile d'avoir une telle prolifération d'algues en ajoutant du fer à partir d'un bateau. On peut le voir, donc ces proliférations vertes lorsqu'on compense un manque de fer. Mais cela ne signifie pas que le fer fixé ainsi coule nécessairement jusqu'au fond de l'océan. Souvent, on découvre que cela circule simplement dans les surfaces supérieures et se retrouve dans la chaîne alimentaire puis est réémis dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. On a également découvert que même si l'on peut stimuler l'activité biologique dans une partie de l'océan, eh bien, il y a ce qu'on appelle le vol de nutriments de parties adjacentes de l'océan, qui fait que dans une autre partie, il y a une réduction de prolifération de phytoplancton. Et donc, même si on rend une partie de l'océan plus verte, eh bien, une autre partie en même temps va devenir plus bleue. Et on considère qu'une fertilisation de masse sur une période de 100 ans pourrait absorber peut-être 3% des émissions de CO2 accumulées sur la même période, à savoir un siècle. Donc seulement 3%. Bien sûr, pendant que l'on fait cela, on aurait l'acidification de l'océan et des températures très importantes et les populations d'algues seraient elles-mêmes directement touchées. Et donc, on peut voir, comme on a appris dans l'écologie, qu'on ne peut pas aussi facilement changer un élément
sans qu'il y ait des résultats sur toute une série d'autres éléments, souvent de manière incomprise. C'est comme lorsqu'on introduit des espèces dans un nouvel environnement pour compenser une situation. Bien souvent, on détruit plutôt un écosystème. Maintenant, je vais vous parler de pulvérisation d'aérosol, qui est la forme de géoingénierie qui est la plus probable. Donc, c'est une forme de gestion des radiations de soleil, tandis que la précédente concernait gestion ou le retrait de CO2. Ici, on ferait des sprays de dioxyde de soufre ou d'acide sulfurique dans la stratosphère, où cela créerait des petites particules aérosols de soufre qui seraient injectées en suffisance pour réfléchir 1 ou 2% de plus de radiation solaire, donc pour qu'elles rebondissent vers l'espace. Donc globalement, on réduirait la quantité de lumière solaire qui aboutirait à la planète. L'objectif de ce nuage de pollution de soufre autour de la Terre serait d'imiter l'effet qu'ont les volcans. C'est un procédé qui est connu depuis longtemps. Les particules crachées dans l'atmosphère par des grandes éruptions volcaniques telles que celle du mont Pinatubo en 1991 ont pour effet de réduire la température de la planète d'1 degré ou 2 degrés pendant quelques années, une année ou deux. Cela change la couleur du ciel également, ça change le climat de la planète. Par exemple, après des éruptions volcaniques, souvent on constate lorsqu'on est à proximité ou même de l'autre côté du monde qu'il y a des couchers de soleil de couleurs très vives. Si vous avez été en Australie après des feux de brousse, il y a beaucoup de fumée dans le ciel, on obtient des couchers de soleil très rouges, très vifs, des levées de soleil également. Eh bien, les éruptions volcaniques ont le même effet. D'ailleurs, en 1883, il y a eu des couchers de soleil incroyables à Osla, donc partout dans l'Europe du Nord, après l'éruption du mont Krakatoa. Un artiste qui se baladait le long du port d'Oslo ce jour-là a vu un coucher de soleil incroyable, donc en 1883. Et il est rentré chez lui et il a écrit dans son journal de bord qu'il avait l'impression que c'est comme s'il y avait un énorme cri de la nature. Et le peintre en question, c'était bien sûr Edvard Munch. Et le lendemain, il a peint son célèbre tableau Le Cri. Et donc l'éruption du Krakatoa en Indonésie a rendu possible cette peinture. La manière la plus probable de pulvériser ces aérosols serait une flotte de vaisseaux spéciaux, d'avions spéciaux. On a déjà suggéré d'utiliser des tuyaux suspendus dans le ciel. Il y a même eu une expérience de tuyaux dans le ciel à partir du Royaume-Uni. Il y a 2 ans, ça a été annulé à la dernière minute, cependant, pour plusieurs raisons. Mais donc, ce sont des recherches actives, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a effectivement eu des recherches dans ce domaine et des expériences qui ont été menées. Et donc, en installant ce bouclier solaire, les humains créeraient une sorte de filtre autour de la Terre pour réduire les radiations qui pénètrent dans l'atmosphère. Et parmi tous les modèles, vous voyez ici quelques diagrammes, un des exercices de modélisation les plus célèbres, l'impact de telle pulvérisation. On voit que le réchauffement sur la Terre, à la suite d'un dédoublement des émissions de CO2, donc réchauffement plus fort au niveau des pôles. Sur la partie inférieure, on voit le même réchauffement, dédoublement des émissions de CO2, plus
les radiations solaires qui réduisent de 1,4% l'arrivée de lumière solaire. Et donc on retourne plus ou moins, si le modèle est exact, à ce que l'on connaissait avant l'ère industrielle en termes de distribution de température tout au long de la planète. Et cela se ferait assez rapidement, avec suffisamment de pulvérisation. Ce serait comme une éruption volcanique. Et donc, Edvard Munch aurait vu ces couchers de soleil très vifs, probablement quelques mois. Il faut bien compter le temps nécessaire aux cendres de faire le tour du monde et aboutir à l'hémisphère nord, pas loin de Oslo. Mais ça, bien sûr, le réchauffement planétaire n'est pas le seul problème. Le changement climatique, ce n'est pas seulement le réchauffement, c'est aussi des changements dans les précipitations, les pluies. Je n'ai pas les diagrammes ici, mais selon les modèles, lorsqu'on fait le même genre d'expérimentation, les précipitations ne reviennent pas du tout au niveau que l'on connaissait avant le réchauffement. Et bien sûr, si l'on bloque le réchauffement par un bouclier solaire, on ne fait rien pour compenser l'acidification des océans, l'augmentation des concentrations. Bon nombre de scientifiques sont sceptiques par rapport à ces aérosols. Ils disent que le système climatique est trop complexe pour tirer quelques conclusions de ce genre d'exercice de modélation, parce qu'on pense d'une intervention radicale dans les systèmes planétaires. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un système très lié avec tous les autres éléments du système planétaire. Donc, il s'agirait de tout réguler de manière globale, pas seulement le système climatique. Donc, selon ces autres scientifiques, la chimie de l'atmosphère est très compliquée et simplement le fait de limiter le nombre de rayons solaires qui aboutissent à la planète, comme le font ces modèles, ne donne pas d'idée de ce qui se passerait à d'autres niveaux. Une question importante serait comment ces éléments de soufre interagiraient avec la couche d'ozone. L'étude la plus importante conclut que si on introduisait suffisamment de soufre pour compenser ce dédoublement de CO2, donc le panneau de gauche, eh bien, le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique, on voit ici à quoi ça ressemblait en 2025 avec un doublement des CO2, et le côté droit, on voit à quoi ressemblerait le trou dans la couche d'ozone en 2025 s'il y avait doublement de CO2 et pulvérisation d'aérosols de soufre. Donc on voit que le trou est bien plus grand et bien plus dangereux dans cette couche d'ozone. Selon d'autres études, la mousson indienne serait fortement perturbée par ces pulvérisations, avec des problèmes dans le réalimentaire d'1 milliard de personnes. Même s'il faut indiquer que ce genre de problème pourrait être inférieur aux problèmes rencontrés par le changement climatique. Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'une faible compréhension de comment fonctionne la mousson et notre compréhension de comment ces techniques influenceraient la mousson sont encore plus faibles. Quant à essayer de comprendre les effets combinés des deux, là on est dans l'obscurité la plus totale. Mais au moins on saurait qui montrer du doigt, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on aboutit à un des plus grands arguments contre les aérosols, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment cela va toucher le système par le biais de modélisation, même en menant des expériences. Cela nous donnerait qu'une idée de comment cela fonctionne. On pourrait le savoir qu'en le faisant à échelle complète, ce filtre. Et même si on le faisait, si on déployait ces aérosols pour réduire le réchauffement climatique, eh bien, il faudrait attendre 10 ans ou plus, peut-être 20 ans, avant de savoir si cela fonctionne. Pourquoi?
Eh bien parce qu'il nous faudrait au moins 10 ans de données climatiques mondiales provenant des scientifiques pour avoir suffisamment d'informations pour séparer donc les données et les résultats euh, de la pulvérisation des variabilités naturelles. Et donc, les niveaux d'omniscience et d'omnipotence nécessaires pour que cela fonctionne feraient de nous réellement des apprentis sorciers, je pense. Et si, après 10 ans ou 20 ans, lorsqu'on aura accumulé suffisamment d'informations, de données sur les systèmes climatiques mondiaux, si on avait suffisamment d'informations pour décider que ce ne serait pas une bonne idée de placer ces boucliers solaires, mais il serait peut-être impossible de les éliminer. Pourquoi? Et là, c'est une observation très importante et qui nous en dit long sur ce qui se passe dans les systèmes climatiques. Depuis un certain temps, les écologistes savent que le taux de réchauffement est plus dangereux que le niveau de réchauffement. Parce que plus ce taux est rapide, moins les écosystèmes ont de temps pour s'adapter. Donc si le réchauffement se fait plus lentement, et les écosystèmes, les animaux, les plantes ont davantage de plans pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Selon une étude, on pense que si le réchauffement se fait à une vitesse de 0,1 degré, donc un dixième de degré par décennie, eh bien la moitié des écosystèmes auront le temps de s'adapter. Mais si cela se fait à 3 dixièmes de degré par décennie, seuls 30% des écosystèmes vont pouvoir s'adapter. Et voici une étude très intéressante. La partie supérieure montre les estimations d'augmentation de la température selon différents scénarios. Donc on va choisir un scénario du milieu, là, dans la zone jaune. La température pour le reste du siècle, selon le scénario du business as usual, c'est-à-dire on ne change rien. Si le monde ne réagit pas de manière sérieuse face à l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Et supposons qu'en 2020, le monde ou un grand pays, on y reviendra tout à l'heure, décide que les choses ne vont pas bien et qu'il faudra commencer la géoingénierie. Donc on va installer un bouclier solaire, et donc ils le font, et la température descend abruptement. Et sur une période de 40 ans, jusqu'en 2060, les températures retournent à zéro changement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, selon ce modèle, si on arrête soudainement, on enlève les boucliers solaires, les avions arrêtent de pulvériser, disons qu'il y a un conflit militaire, donc c'est la fin du programme, tout ce réchauffement empêché, qui n'a pas réellement disparu, mais si on enlève le bouclier, soudainement cette chaleur revient à une vitesse fulgurante. Surtout pour la première décennie, le réchauffement serait tellement rapide que très peu d'écosystèmes seraient en mesure de survivre. Donc voilà l'aspect scientifique. Permettez-moi maintenant de vous parler un petit peu de la politique en matière de géoingénierie. Un groupe de défenseurs d'investissements majeurs dans la géoingénierie a vu le jour, gagne de plus en plus d'influence. Au cœur de ce réseau, vous avez deux scientifiques nord-américains qui sont activement occupés à la recherche en matière de géo-ingénierie. Il s'agit de David Keith, un physicien de Harvard, et Ken Caldeira, un scientifique de l'atmosphère de l'université de Stanford. Mais pendant de nombreuses années, il a travaillé au laboratoire national Lawrence Livermore, un des principaux centres de recherche sur les armes nucléaires, ensemble avec Los Alamos, pendant les années de guerre froide. Et pendant ces années-là,
Il a connu l'influence d'un très important chercheur en matière d'armes nucléaires, Lowell Wood, qui est devenu, enfin, ou qu'on appelait Dr. Evil. Et il adorait ce surnom, le méchant docteur. Il était le protégé de Edward Teller, que l'on connaît ici pour avoir mis au monde la bombe atomique. Depuis un certain nombre d'années, David Keith et Ken Caldeira sont devenus les principaux experts en matière de changement climatique pour un certain Bill Gates. Ce dernier a été convaincu d'investir plusieurs millions de dollars dans les recherches sur la géo-ingénierie. D'ailleurs, Richard Branson est un autre milliardaire qui promeut la géo-ingénierie en réponse au changement climatique. Vous allez sur son site web qui s'appelle The Carbon War Room. Vous allez voir ce qu'il est occupé à faire. Bill Gates est maintenant le principal investisseur en matière de recherche géo-engineering. Il a investi de l'argent dans une entreprise qui s'appelle Silver Lining, qui poursuit donc les méthodes d'augmentation des nuages marins. Il a également investi dans une entreprise qui s'appelle Carbon Engineering Limited, une entreprise créée par David Keith pour le captage de CO2 dans l'atmosphère. Bill Gates a également investi dans une entreprise qui s'appelle Intellectual Ventures. C'est intéressant, ça a été créé par un certain Nathan Murvog, qui était l'ancien officier technologique principal en chef chez Microsoft. Et donc, ensemble, ils ont tous participé dans cette entreprise Intellectual Ventures. Et cette compagnie a développé ce qu'ils ont appelé le strato-bouclier, un tuyau qui a pour but de pomper des aérosols de sulfate dans des ballons dans la stratosphère. Donc on n'aurait pas besoin d'avions pour pulvériser les sulfates. Et donc ils voient cela comme une manière low cost de lutter contre le réchauffement climatique et donc de sauver la planète. Alors on pourrait croire que Bill Gates, s'il se lance là-dedans, il s'agit d'un meilleur milliardaire, il vaut mieux lui que Coca-Cola, mais il n'y a pas que ce problème-là. Il rejette par exemple les technologies d'énergie renouvelable, ou l'énergie solaire, il dit que c'est mignon. Et donc avec son background de Silicon Valley, il ne voit pas de... Il considère les barrières aux actions de changement climatique comme des choses qui nécessitent des percées technologiques. Il nous faut des miracles énergétiques. Mais évidemment, nous sommes dans une crise climatique pas par manque d'alternatives technologiques aux carburants fossiles, mais parce qu'il nous manque de volonté politique pour le faire. Au cours des dernières années, il y a eu toute une série de brevets qui ont été émis aux États-Unis et en Grande-Bretagne concernant des méthodes de géo-ingénierie. Un de ces brevets est tellement vaste que s'il devait devenir contraignant, eh bien, la technique de fertilisation des océans se retrouverait entre les mains d'un seul homme. Ici, vous voyez un brevet concernant la capture d'air. J'ai trouvé ça sur le site web du bureau des brevets aux États-Unis. Vous voyez David Keith, on retrouve d'autres, Bill Gates. Les compagnies pétrolières, voyant un changement dans la politique, soutiennent également la géo-ingénierie. Donc vous avez Shell qui finance une étude de chaux de calcaire dans les océans. Le chercheur principal chez BP a organisé une réunion en 2009 pour défendre une recherche importante. D'autres, Biochar, ExxonMobil, un expert, Rune Keshki, qui dirige des groupes d'experts qui soutiennent la géo-ingénierie également.
tant que solution au changement climatique. Et donc, il y a eu toute une série de rapports qui ont été publiés qui soutiennent l'idée de financement, la recherche, la géo-ingénierie. Et le GIEC se penchera là-dessus le mois prochain. Le gouvernement commence à s'y intéresser également, mais de manière plutôt discrète. Les vannes n'ont pas réellement encore été ouvertes. On peut s'attendre à ce que si on arrive à l'étape de mise en œuvre des aérosols, par exemple, eh bien toute tentative d'y mettre fin en raison de conflits ou autres raisons, eh bien serait empêchée par cette nouvelle industrie qui se développe. Il menacerait de perte d'emplois et de revenus, etc. Il peut sembler absurde aujourd'hui que ce genre de considération joue un rôle dans les décisions concernant la destinée de toute la planète, mais l'histoire de la politique climatique prouve que les décisions ne sont jamais prises uniquement sur la base de considérations scientifiques. Permettez-moi de conclure sur quelques aspects politiques. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur la politique, ou peut-être les plus grands risques par rapport à la géo-ingénierie, c'est que cela va éroder les tentatives de réduire les émissions de CO2. Dans un environnement où cela semble trop difficile, eh bien, la géo-ingénierie apporte un grand espoir. Certains économistes, tels que les auteurs de Super Free Economics, se sont fondés là-dessus. Et on dit, oublions les réductions de CO2. Les aérosols, c'est bon marché, c'est efficace, et ça ne nécessite pas de changer de système. Faisons-le maintenant. Déjà aux États-Unis, on voit des groupes de réflexion de droite, tels que l'American Enterprise Institute ou encore Heartland Foundation, des organisations qui pendant des années, ont attaqué la science climatique et qui ont financé et défendu le déni du changement climatique. Maintenant, on les voit soutenir la géo-ingénierie. Pourquoi? Pourquoi défendent-ils une solution à un problème dont ils disent qu'il n'existe pas? Eh bien, si on y réfléchit, la géo-ingénierie promet de faire passer un échec du libre commerce en triomphe du génie humain. Au lieu de confirmer les menaces des écologistes par un changement climatique, vous avez la géo-ingénierie qui vient prouver que ces écolos n'avaient qu'un manque de confiance dans le génie humain. Et donc, au lieu de montrer du doigt l'hubris technologique, eh bien, on en appelle à davantage de contrôle sur la nature. Et donc, ce genre d'organisations sont attirées par cela. Et s'ils s'en sortent, quel gouvernement ne serait pas attiré à son tour par ce genre de solutions technologiques? Si on poursuit la voie de la géo-ingénierie, comme certains républicains aux États-Unis voudraient le faire, eh bien, il n'y a plus besoin de lutter contre les pratiques des compagnies pétrolières, plus besoin de taxes sur le pétrole ou l'électricité, et plus besoin non plus de demander aux consommateurs de changer leur comportement. Et donc, au lieu d'avoir une preuve de l'échec humain par le réchauffement climatique, on aurait une preuve du génie humain grâce à la géo-ingénierie. Donc, je pense, comme le disait Lowell Woods, on a fait de l'ingénierie dans tous les autres environnements, pourquoi pas le faire avec notre planète? Moi, je pense, et je vais conclure sur ce point, que d'ici 10 ans, nous devrons tous décider quelle est notre position. Pour l'instant, seulement 3 à 5% de la population de pays comme la Belgique, l'Australie, les États-Unis ou la France savent ce qu'est la géo-ingénierie, mais d'ici 10 ans, tout le monde sera au courant parce qu'il y a peu de chances que les nations du monde
parviennent à réellement réduire leurs émissions de CO2. Bien sûr, l'Europe fait un peu office de précurseur dans le monde, mais si l'on réfléchit aux États-Unis, l'Australie, l'Inde et la Chine, même si la Chine fait bien plus que les États-Unis, qui va croire que les émissions de CO2 vont atteindre leur sommet et soudainement avant de se réduire soudainement pendant de nombreuses années pour aboutir à la décarbonisation. Qui va croire que ça va se faire rapidement? Parce que si ce n'est pas, on ne va pas limiter notre augmentation de la température à 2 degrés, mais bien à 4 degrés dans le meilleur des cas. Et donc, au fur et à mesure qu'on sent les effets du réchauffement planétaire de manière de plus en plus douloureuse, la nécessité d'une réponse rapide va se faire sentir de plus en plus. Et ça va être irrésistible pour certains gouvernements d'aller vouloir gérer le climat. Et ce sera le grand défi humain pour le XXIe siècle. La question qu'il faut donc absolument tous se poser, c'est dans quelle mesure avons-nous la confiance de pouvoir utiliser des technologies pour contrôler l'écosystème le plus important et le plus grand de tous. Merci beaucoup.